Donc on est live, bonjour à tous. Je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui sont connectées. On va patienter encore quelques instants pour laisser au dernier le temps d'arriver. En attendant, pour ceux qui sont connectés, est-ce que vous pouvez nous confirmer dans le chat que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien, que vous voyez bien la présentation aussi, même si les écrans vont, les tailles d'écran vont changer. Super, merci Max de nous confirmer tout ça. Très bien, merci à tous. Avant de démarrer, quelques rappels habituels sur le fonctionnement de ce webinaire. Vos micros, vos caméras sont coupés, donc on ne vous voit pas. Mais évidemment, si vous souhaitez poser des questions, vous avez accès à ce chat. Et en fait, on a réservé un petit moment en fin de session pour prendre vos questions et prendre le temps d'y répondre. Voilà, je vois qu'il y a encore des gens qui continuent à se connecter. Quelques mots pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc 365 degrés, c'est une agence product marketing et product design. On accompagne en binôme des éditeurs de solutions B2B essentiellement à optimiser leur parcours client, leur parcours utilisateur, de l'acquisition à la rétention, donc en fait sur l'intégralité du cycle de vie du client. Et donc je suis Hélène, c'est écrit en dessous, et j'ai la casquette product marketing. Et moi c'est Dorian, bonjour, je suis le product designer dans l'équipe. Très bien, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Et du coup, Dorian, est-ce que tu peux nous présenter le sujet du jour? Absolument, alors aujourd'hui, on va parler d'une stat qu'on a calculée sur nos clients. 75% des éditeurs B2B que nous avons audités présentent un problème de positionnement, et souvent sans le savoir. Alors ce chiffre nous a tellement interpellés qu'on s'est dit, faisons un webinaire pour pouvoir partager nos conseils pour détecter un problème de positionnement et surtout les clés pour pouvoir le résoudre. Ouais, alors du coup, est-ce que tu peux nous préciser pourquoi est-ce que finalement le positionnement c'est si important? Alors, le positionnement, c'est un levier hyper puissant, souvent sous-estimé, mais super puissant parce qu'il permet d'assurer le succès de votre produit sur son marché. Alors, le positionnement, en gros, il clarifie à qui s'adresse le produit et oblige à choisir une cible prioritaire. Le positionnement, il explique pourquoi votre produit est différent, mais aussi meilleur. Et en fait, il permet de mettre en avant une proposition de valeur qui est unique et finalement donne une bonne raison à vos prospects de vous choisir vous plutôt que vos concurrents. Et le positionnement, en gros, il accélère la conversion et l'adoption. Il renforce la rétention parce qu'en fait, les utilisateurs comprennent plus rapidement l'intérêt d'utiliser votre solution. En gros, le positionnement, c'est un socle commun pour toutes les équipes. Et en gros, il permet d'aligner toutes les équipes, que ça soit d'un point de vue stratégique ou opérationnel. Et donc, en fait, vous devez le comprendre, le positionnement, c'est tellement important qu'il faut être capable de le détecter, en tout cas s'il y a une imperfection ou s'il y a un problème, et surtout pouvoir rectifier et corriger rapidement derrière. Ouais. Et en fait, aussi déterminant qu'il soit, finalement, nous, ce qu'on constate, c'est qu'on nous appelle assez peu souvent pour résoudre un problème de positionnement, sauf que quand on développe une mission et quand on porte une mission, notre méthodo nous amène souvent à détecter des optimisations qui sont à mener. Et est-ce que tu nous présenterais pas cette méthode et surtout comment on détecte un problème de positionnement? Je vais faire de mon mieux. Et je pense que le plus simple, c'est de prendre un exemple assez récent. C'est aussi d'ailleurs ce qui a déclenché l'idée de ce webinaire, c'est qu'on a été contacté il y a quelques temps par une start-up qui souhaitait nous confier une mission de discovery, donc rien à voir avec le positionnement, avec l'ambition derrière de construire une nouvelle brique produit à ajouter aux produits existants. Et donc on a déroulé notre mission comme on fait d'habitude, où on a démarré par une phase d'immersion. Et pendant cette phase d'immersion, en fait, on mène un audit qu'on mène en parallèle. C'est-à-dire que moi, de mon côté, je vais auditer le parcours d'acquisition, le messaging, la proposition de valeur, les différents assets marketing, les supports de vente, etc. Je vais m'intéresser aux cibles, je vais essayer de comprendre quelle est la ICP, quelles sont les problématiques métiers de cette cible,
Je vais essayer de comprendre comment est construit le marché, quelle est la concurrence, quel est le positionnement des produits de la concurrence, etc. Bref, je vais faire un petit diagnostic marketing de mon côté. Et moi, de mon côté, avec un prisme un peu plus fonctionnel et parcours, je vais analyser la globalité du produit à travers l'onboarding s'il existe, les différents user flows et parcours utilisateurs qui sont proposés, de manière à un peu analyser l'expérience utilisateur globale qui est proposée par le produit. Et en parallèle, j'assiste aux démos produits des concurrents, je teste les freemiums quand ils existent. Et avec l'ensemble de ces données, je construis un diagnostic produit global. Une fois que moi, mon diagnostic il est terminé et celui d'Hélène, on confronte ce qu'on a compris du produit, ce qu'il proposait et aussi les problèmes qu'il pouvait résoudre. Alors, en général, il y a deux situations qui arrivent. La première, Hélène et moi, on n'est pas tout à fait alignés parce qu'on constate que la promesse marketing n'est pas vraiment tenue dans l'utilisation du produit. La proposition de valeur et ce que le produit propose ne sont pas parfaitement alignés, ou les différenciateurs du produit sont pas ceux qui avaient été annoncés lors de la phase de vente à travers les assets marketing et sales. La deuxième situation qui est possible, c'est Hélène et moi, on est totalement alignés sur le fait qu'il n'y a pas de différenciateur, que le positionnement est trop généraliste, ou alors on a du mal à identifier le cœur de cible. Dans tous les cas, ces constats nous mettent toujours le puce à l'oreille sur le fait que il y a sûrement quelque chose à voir sur le positionnement et il y a sûrement un problème de positionnement derrière. Oui, et en fait, c'est exactement cette dernière situation qu'on a rencontrée au début de cette fameuse mission de Discovery. En fait, la promesse n'était pas claire, les bénéfices, les cas d'usage très généralistes. Mais on en était juste à cette intuition qu'il y avait probablement un ajustement à apporter côté problématique, côté positionnement. Et en fait, pour confirmer cette intuition, on a évidemment demandé à notre client de nous fournir des datas, et en fait, on a identifié un tiercé gagnant qui montrait que l'acquisition était faible, que le freemium qui existait convertissait peu, et que finalement, il y avait un taux de churn qui était relativement élevé dès la première année. Alors, forcément, fort de ce constat, et en accord avec le client, on a mis la mission de Discovery entre parenthèses, parce qu'évidemment, il était inutile d'envisager de construire une nouvelle brique produit sans avoir au préalable clarifié le positionnement de la solution. Et alors, voilà, dans ce genre de cas, là, on va essayer de vous détailler la façon dont on s'y prend pour corriger le tir. Dorian, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, alors, c'est pas compliqué. On suit notre méthodo en 4 étapes. Alors, la première étape, elle consiste à faire des recherches, à creuser pour avoir une connaissance et une compréhension approfondie plus fine de nos clients. En l'occurrence, là, avec notre client, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé une quinzaine d'interviews de manière à comprendre leurs problématiques métiers, leur appétence, leur habitude sur certains outils, mais aussi leur perception du marché, de la concurrence. Ouais. Et en fait, là, on faisait un peu d'une pierre deux coups parce que finalement, ces interviews clients nous permettaient aussi de nous mettre dans le bain de la mission de Discovery qui allait suivre, mais aussi de nous approprier en effet les enjeux, les attentes de la cible. Et une fois qu'on a eu fait ça, on s'est intéressé plus en profondeur à la concurrence. Qui sont les concurrents ? Quelles sont les alternatives ? Comment ils répondent aux problématiques de la cible ? Comment ils positionnent leur offre ? Donc, plus concrètement, évidemment, on a repris ce qu'on avait déjà commencé à faire lors de l'audit concurrentiel qu'on avait mené en début de mission. Donc, on est reparti poncer les sites, creuser les démos, creuser les freemiums pour confronter finalement à ce qu'on avait appris des interviews clients. L'idée, c'était d'avoir un œil encore différent par rapport à l'audit initial pour être capable justement d'identifier les forces, les faiblesses et les différenciateurs de chacun avec le prisme du besoin de la cible et des attentes de la cible. Et puis, une fois qu'on a eu fait ça,
on a fait une cartographie de la concurrence et des alternatives. Alors, certes, vous allez me dire que c'est un petit peu biaisé, mais c'est tout l'intérêt de l'exercice qui est hyper efficace et je vous encourage à faire le test de votre côté. En fait, on a construit un cadran avec 2 axes où d'office, on positionne notre produit, donc là en l'occurrence le produit de nos clients, en haut à droite. Donc, c'est le meilleur. Et puis, le jeu va consister à chercher les caractéristiques de l'offre, à mettre sur les 2 axes, qui vont permettre donc de maintenir ce positionnement en haut à droite, et puis de s'éloigner un peu des concurrents. Alors pas trop, parce que si on s'éloigne trop, ça veut dire qu'on sort un petit peu du marché, mais suffisamment pour qu'on ait vraiment là identifié 2 différenciateurs. Alors, quand je dis caractéristiques de l'offre, en fait, il ne faut évidemment pas se contenter des fonctionnalités. On parle plutôt des attributs de l'offre, donc ça veut dire qu'on peut parler du prix, qu'on peut parler de la qualité du SAV, qu'on peut parler de l'accompagnement, tout ça, évidemment, ça rentre en ligne de compte. Et là, par exemple, si on reprend notre cas, on avait identifié que la capacité d'accompagnement et de conseil de notre client et la fonctionnalité qui était déjà dans le produit de centralisation des données et des infos étaient des différenciateurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet exercice de cartographie de la concurrence, parfois, nous amène à rechallenger la cible et à affiner la segmentation. Par exemple, ici, compte tenu justement de la force de conseil du client, on s'est dit que le cœur de cible était plutôt des boîtes qui n'étaient pas très matures sur l'utilisation de cette solution, et donc des boîtes qui avaient plutôt besoin d'être accompagnées, qui avaient besoin qu'on les aide à mettre le pied à l'étrier pour se lancer à la fois dans la solution, mais aussi dans la problématique qu'ils souhaitaient résoudre. Et donc ici, finalement, si on résume un peu tout ce qu'on s'est dit, on a à la fois défini une proposition de valeur et des différenciateurs concrets. On part des différenciateurs pour construire une proposition de valeur. Et puis, on a aussi identifié une cible qui a besoin de cette solution parce qu'elle répond mieux que la concurrence à ses problèmes. Donc, globalement, les fondamentaux du positionnement sont là. Alors, raconté comme ça, et compte tenu du temps de parole qui est un petit peu déséquilibré, on pourrait penser que le positionnement, c'est un exercice qui est un exercice 100% marketing. Sauf que réajuster le positionnement, ça doit se faire en cohérence avec le produit. Et que le parcours utilisateur doit permettre de soutenir le positionnement. Donc, Dorian, je pense que tu vas nous le confirmer juste après, le positionnement, ça n'est pas que du marketing. Absolument. Alors, en fait, là, une fois qu'on a compris notre cible, la cible, les clients et la concurrence, le marché, on doit aligner le positionnement et le produit pour permettre à l'utilisateur de trouver rapidement et surtout facilement dans l'utilisation du parcours les raisons pour lesquelles il a choisi votre solution. Donc, si on reprend notre exemple avec notre client, on s'adressait à une cible qui était finalement peu expérimentée et peu mature sur le sujet. Nous, notre réponse, c'est d'intégrer un onboarding dans le produit pour les accompagner pas à pas, les guider vers les fonctionnalités les plus essentielles qui répondaient à leurs besoins. Et comme Hélène l'a dit aussi, parmi les attributs en fait un peu différenciateurs qui différenciaient le produit, il y avait la fonctionnalité donc de centralisation qui existait sur le produit, mais qui n'était pas visible, qui n'était pas accessible immédiatement. Nous, ce qu'on a décidé, c'est de l'intégrer premièrement au début dans l'onboarding avec l'objectif de permettre aux utilisateurs d'avoir une perception de la valeur de cette fonctionnalité dès le début. Et on a aussi réfléchi pour les utilisateurs qui étaient déjà existants, on a retravaillé le parcours, les écrans, de manière à sortir cette fonctionnalité, l'intégrer de manière à ce qu'elle soit accessible et visible de manière totalement évidente. Ouais, en fait, plus largement, on a structuré et on a épuré l'expérience pour faire le focus sur les fonctionnalités du produit qui correspondaient à 100% à la proposition de valeur de la solution et de ses différenciateurs. Absolument. Et cette cohérence entre le marketing et le produit, on le travaille aussi dans cette dernière étape qui est celle du messaging. Oui, évidemment, le travail du positionnement, en fait, il ne se concrétise
qu'à partir du moment où on le met en œuvre. Et l'une de ces mises en œuvre, l'un des moyens de le mettre en œuvre, c'est de travailler sur le messaging. C'est là qu'il va se concrétiser. Et c'est ce qui va évidemment nous permettre, côté marketing, de construire les landing pages, de construire le sales pitch, les decks de présentation, etc. Et surtout, ce messaging, nous, côté produit, on va aussi le réexploiter dans les parcours, dans les entrées de menu, dans les CTA, dans les titres de section. L'objectif, c'est d'assurer qu'entre le marketing et le produit, on raconte la même histoire à chaque touchpoint de la customer journey, donc en gros de la phase d'acquisition à l'utilisation de la solution. Oui, en effet, le bénéfice de ça, c'est que la promesse marketing est parfaitement alignée avec la valeur perçue par l'utilisateur une fois qu'il est dans le produit. Donc, en gros, on a 4 blocs de travail. La compréhension de la cible, la compréhension de l'environnement concurrentiel, le travail sur le messaging et les cohérences narratives et l'alignement positionnement produit. Mais j'imagine que c'est la question que vous avez tous là en tête maintenant qu'on vous a déroulé. La méthode, c'est ok, très bien, mais est-ce que tout ça, ça a fonctionné? Alors Yann, est-ce que ça a fonctionné? Alors, moi, je peux vous dire qu'on on a analysé en effet une nette progression des utilisateurs gratuits en paid, mais on monitore encore les résultats parce que là, c'était la première phase de la mission. Donc, il va nous falloir encore quelques semaines, peut-être mois, pour avoir un peu de recul supplémentaire, surtout pour confirmer la bonne rétention en fait, des utilisateurs. Ouais, mais pour l'instant, en effet, les signaux sont plutôt positifs. Absolument. Si on se résume, les clés d'un bon positionnement, c'est d'abord être capable de répondre à la question pourquoi ma cible devrait choisir mon produit plutôt qu'un autre. Et en fait, pour pouvoir répondre à cette question, en gros, il y a trois sous-questions auxquelles répondre. C'est qui est ma cible? Quelle est la valeur que mon produit apporte à cette cible? Et comment mon produit est capable de se démarquer de la concurrence? Alors, et aussi, je rajoute en plus, souvent, il y a des erreurs sur ce travail de positionnement et en fait, il faut absolument les éviter. Alors, la première, c'est le fait de rester trop généraliste. Et donc, trop généraliste, ça veut dire ne pas intégrer de différenciateurs clairs ou alors ne pas faire le travail nécessaire sur la segmentation de la cible. Deuxième erreur à éviter, c'est le fait de repositionner uniquement du côté marketing. Parce que là, c'est risqué en fait de se rapprocher au maximum des attentes de la cible, mais par contre sans tenir compte du parcours derrière. Et donc ça, en fait, ça va créer des décalages. Et ça arrive à une troisième erreur qui est du coup la logique, c'est d'ignorer complètement le travail à effectuer côté parcours utilisateur. Parce que l'objectif, c'est d'éviter les points de friction et donc corriger ces décalages entre marketing et produit. Et donc, pour limiter ces sources de déception, il faut retravailler le parcours aussi utilisateur et aligné avec le positionnement pour favoriser l'adoption et la rétention sur le long terme. Oui, absolument. C'est tout l'intérêt finalement de cette approche en tandem qu'on vient de vous dérouler. Vous l'avez compris, hein, on fait évoluer en simultané le parcours d'acquisition et le parcours utilisateur, justement pour effacer toutes ces incohérences ou tous ces petits décalages qui existent. Et en fait, une fois que vous avez ajusté, stabilisé le positionnement, on vous recommande de procéder en 2 phases pour sa mise en application. Parce qu'en fait, on n'est pas capable forcément du premier coup d'effacer tous ces décalages. Donc la première phase, c'est plutôt rechercher des quick wins, avec l'ambition notamment de limiter la consommation de ressources, donc faire des évolutions relativement simples qui ne vous embarquent pas dans des semaines ou des mois de travail, d'accélérer le go-to-market de la solution, avec en effet l'objectif derrière d'être capable de tester rapidement l'impact. C'est-à-dire que faites des évolutions et mettez-les à disposition du marché, mettez-les sur le marché, shippez-les pour que vous puissiez voir si, en effet, les évolutions et le fait que vous gommiez ces petits décalages a un impact positif sur votre acquisition, sur votre rétention, sur l'adoption, etc. Ça, c'est la première phase. Une fois que vous avez confirmé que l'impact est positif,
passez plutôt sur des évolutions à plus long terme, qui vont être plus gourmandes en ressources, qui vont vous embarquer sur un travail qui sera probablement plus long et côté marketing et côté produit, et qui finalement vont faire leur entrée petit à petit dans la roadmap pour que, en effet, vous soyez capable d'aligner progressivement la proposition marketing et la réalité du produit. Voilà, on a fait le tour de ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui, en essayant d'être le plus concret possible. Alors forcément, 20-25 minutes, c'est toujours un peu court pour traiter un sujet qui est aussi dense que le positionnement. J'espère qu'on aura été clair, j'espère qu'on vous a apporté de la valeur. Évidemment, on pourra faire d'autres webinaires sur cette thématique, donc surtout n'hésitez pas à réclamer. Dans le chat, sur LinkedIn, vous savez où nous trouver. Avant de passer à vos questions, et ça va être à vous de les rentrer dans le chat, on vous avait promis un petit cadeau pour les participants, un petit cadeau de rentrée. Voilà. Si vous avez envie de tester l'approche qu'on vient de vous dérouler, en fait, on offre un audit croisé à un des participants de ce webinaire. Donc, si ça vous intéresse et que vous voulez tenter de remporter cet audit, il y a 2 étapes. La première, c'est de nous passer un petit message sur LinkedIn, à Dorian ou à moi, peu importe. Comme vous voulez. Celui que vous préférez. Et la deuxième, c'est de partager la publication du replay qui va arriver d'ici quelques jours à votre réseau. Alors, si vous pouvez l'accompagner d'un petit message sympa, c'est encore mieux. Et quand vous aurez répondu à ces deux objectifs préalables, on fera un petit tirage au sort dans la foulée pour désigner l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante de cet audit croisé. Voilà, n'hésitez pas à nous faire des feedbacks, à nous dire ce que vous avez pensé de cette présentation, et on attend vos questions, on est prêt, on est chaud, allez-y. Je crois qu'on a été hyper clair, il y a 0 question. J'ai l'impression aussi. Est-ce que ce qu'on vient de vous dérouler, ça fait appel à des sujets que vous avez déjà rencontrés ou des problématiques que vous rencontrez peut-être actuellement? Pas de questions. Bien. Encore peut-être quelques minutes pour celles et ceux qui réfléchissent. Alors, c'était clair, super. Bon, si c'était clair. Bon, de toute manière, si vous avez si vous aviez des questions autrement, n'hésitez pas à nous écrire aussi sur LinkedIn, on pourra vous répondre. Merci pour cette présentation, Max. Merci pour ta question. Donc, après un repositionnement produit, faut-il se baser sur l'avis de ses meilleurs clients ou sur la somme de sa base client? Alors, c'est une super question et c'est un vrai sujet à chaque fois. J'aurais tendance à dire que c'est un peu entre les deux. En fait, souvent, ce qu'on constate, c'est qu'on se laisse en effet embarquer sur des retours de clients qui sont ceux qui prennent le plus souvent la parole. Alors, c'est pas forcément les meilleurs, mais en tout cas, c'est ceux qui sont les plus présents. En fait, un retour client, il faut le prendre en compte jusqu'à ce que l'orientation qu'il vous demande de prendre finalement vous éloigne de la vision produit. Là, on vient de parler de positionnement, mais évidemment, on pourrait faire le lien avec la vision produit. Si le positionnement que vous adoptez vous sort de la stratégie produit, là aussi, il y a une question à se poser sur est-ce que c'est ma stratégie qu'il faut revoir ou est-ce que c'est mon positionnement qu'il faut réaligner avec ma vision? Donc, tout ça pour répondre à ta question, Max, c'est que, en fait, l'idéal, c'est de prendre la moyenne, un maximum de retours clients. Et puis, il y a un moment, il faut faire le tri. C'est un peu comme sur les retours sur TripAdvisor que vous pouvez avoir sur un restaurant. Quels sont ceux qui semblent les plus plausibles et qui répondent finalement vraiment à l'ambition que vous avez pour le produit et au job to be done qui est associé au produit.
Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question et que je n'ai pas fait une réponse trop de normande. Ok, bon, bah merci en tout cas pour vos retours. Apparemment, on a été clair. On n'arrête pas d'être clair, donc trop bien. Trop bien. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, il ne reste plus qu'à vous remercier pour votre participation. Merci beaucoup. Vous allez bientôt recevoir le replay. Voilà. N'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à nous solliciter pour remporter cet audit croisé qu'on vous propose. On vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour l'épisode 3. On est encore en train de plancher sur le sujet. Donc, si vous avez des sujets, aussi, n'hésitez pas à nous suggérer des sujets à traiter, si on est capable de le faire, évidemment. On va bientôt, dans tous les cas, vous annoncer le prochain thème. Et si d'ici là, vous avez des questions, que vous souhaitez discuter avec nous de tout et de rien, de product marketing, de product design, ou juste faire connaissance, et rendez-vous sur LinkedIn ou sur notre site 365degrés.fr. On sera hyper content d'échanger. À très vite, merci beaucoup, et puis bon appétit. Bonne journée.